Salut tout le monde, dans la dernière vidéo que vous pouvez voir en cliquant ici, on a abandonné l'idée du zombie mort-vivant, même avec l'expérience des cellules qui survivaient dans les cadavres. Pour répondre à la question une épidémie de zombies est-elle possible, il ne nous reste plus qu'un type de zombie à analyser, le zombie infecté. On va rappeler rapidement ce que c'est. Contrairement aux zombies qui sont morts en étant humains avant d'être revenus à la vie et donc se décomposent comme des cadavres qui marchent, les infectés sont des humains victimes d'un virus qui agit sur le cerveau et cause une agressivité extraordinairement élevée envers les autres humains, plus une perte de mémoire et de certaines fonctions selon les fictions où les infectés apparaissent. La principale différence avec les morts-vivants, c'est qu'ils ne sont pas lents ni stupides. Ils ont un corps d'humain, ils sont capables de sprinter et d'escalader des obstacles aussi bien que nous, peut-être même mieux puisqu'ils ne sont arrêtés ni par la peur ni par la douleur. On va essayer d'en apprendre un peu plus en commençant par les virus, puisque le scénario le plus probable est que les infectés soient infectés par un virus. Qu'est-ce qu'un virus? Les cellules ont le pouvoir de se répliquer. On a vu dans la dernière vidéo que la cellule était constituée entre autres d'un noyau qui contenait l'ADN. Pour faire simple, quand cette cellule veut se diviser, c'est-à-dire se cloner, elle recopie chaque information de son ADN jusqu'à contenir dans son noyau exactement 2 copies conformes d'ADN. Cet ADN va alors se diviser, chaque copie identique d'un côté de la cellule, puis la cellule mère, la cellule de départ, va se diviser en 2 cellules filles englobant chacune une copie d'ADN. Les cellules vont donc vivre leur vie jusqu'à la prochaine division où ça va recommencer. C'est entre autres comme ça que les êtres vivants grandissent, ou bien qu'ils cicatrisent, enfin que la nouvelle matière vivante est créée. Le virus, lui, n'a pas cette possibilité. Ce sont des toutes petites structures, beaucoup plus petites qu'une cellule ou qu'une bactérie, composées d'un peu d'ADN ou alors d'ARN, une molécule semblable dont je vous parlerai sûrement dans une autre vidéo. Pour pouvoir se reproduire, il va devoir infecter une cellule hôte et la parasiter. Une fois qu'il a pénétré dans le noyau, il va libérer son ADN ou son ARN qui va se mêler avec celui de la cellule. Dès qu'une réplication cellulaire va avoir lieu, la cellule va recopier l'ADN du virus en plus du sien, lui permettant de se multiplier en même temps que la cellule se multiplie. Le virus peut même remplacer son ADN par celui de la cellule, qui va arrêter ses fonctions normales et être détourné par le virus. Un peu comme une usine à produire d'autres virus et des protéines qui peuvent être néfastes pour l'organisme et donc engendrer une maladie. De plus en plus de virus sont créés et ils s'accumulent dans le cytoplasme de la cellule. Quand la cellule est trop pleine, elle va mourir puis exploser, disséminant tous les virus qu'elle contenait autour d'elle, donc sur d'autres cellules qui vont être infectées à leur tour, produire d'autres virus et avoir des conséquences mauvaises pour l'organisme. Maintenant qu'on sait à peu près comment un virus fonctionne, on va voir de quel type de virus on a besoin pour créer une maladie dont les victimes et les symptômes de l'infecté. Tout d'abord, le virus doit attaquer le cerveau. Chaque virus s'attaque à une cellule spécifique. Il la reconnaît en général grâce à une protéine particulière qui va se trouver à la surface de cette cellule. Cette protéine va servir de récepteur, sur lequel va venir se coller le virus avec une autre protéine qui va s'attacher à la première. Il va pouvoir alors pénétrer dans la cellule pour commencer le cycle de reproduction de son ADN. Il faut donc que notre virus soit sensible aux récepteurs sur les cellules du cerveau, les neurones. De nombreux virus attaquent le cerveau et peuvent causer des méningites par exemple. La méningite, c'est l'inflammation des méninges, qui est un liquide qui protège le cerveau, dû à la présence, le plus souvent, de virus. Cette inflammation, qui est une réponse naturelle du corps à l'infection, peut causer un œdème cérébral, empêchant le sang d'irriguer le cerveau. La méningite est potentiellement mortelle, surtout sur les nouveau-nés et les enfants, mais elle n'a rien à voir avec des zombies. Pour ça, on doit partir d'une maladie qui existe réellement et qui s'approche potentiellement des symptômes décrits pour les infectés. La rage touche surtout les carnivores et tue chaque année entre 40 000 et 70 000 personnes en Afrique et en Asie. En fin de maladie, le virus responsable de la rage se retrouve dans la salive de la victime, qui peut donc transmettre ce virus par la morsure. Les cas de rage chez les humains proviennent presque tout le temps de la morsure d'un animal, le plus souvent c'est un chien ou un renard. Ça provient presque jamais d'une contamination d'homme à homme. La rage a une période d'incubation d'au minimum 12 jours et peut aller jusqu'à plusieurs années. La période d'incubation, en fait, c'est le temps qui sépare la contamination et l'apparition des symptômes. C'est une période où vous êtes infecté par le virus sans le savoir. Le virus de la rage est neurotrope, il modifie le fonctionnement du système nerveux. Il ne provoque pas de lésions physiques visibles dans le cerveau mais perturbe les neurones, notamment ceux qui régulent les fonctions rythmiques comme l'activité cardiaque ou la respiration. Après quelques jours à quelques mois d'incubation, l'individu atteint développe un tableau d'encéphalite. L'encéphalite, c'est l'inflammation de l'encéphale qui est une partie du cerveau. La phase symptomatique débute souvent par une dysphagie, c'est-à-dire une difficulté à avaler, et des troubles neuropsychiatriques variés, notamment l'anxiété et l'agitation. L'hydrophobie est parfois présente, le patient aura une peur subite de l'eau. On pense que c'est dû au réflexe de déglutition. Quand on voit de l'eau, on a pour réflexe d'avaler notre salive. Or la rage cause une hypersensibilité et une inflammation de la gorge. Donc déglutir cause des douleurs et indirectement, boire de l'eau cause des douleurs. C'est pour ça que les infectés vont éviter le contact de l'eau. Dans la plupart des cas, la perte des repères cause une agressivité du patient envers son entourage. L'évolution de la maladie se fait vers le coma et la mort, souvent par arrêt respiratoire en quelques jours à quelques semaines.
On va analyser les différents aspects de la rage et les classer en deux catégories. Ceux qui vont dans le sens d'une maladie qui pourrait transformer les victimes en infectés, et ceux qui vont à l'encontre des zombies. Premièrement, le virus de la rage attaque le cerveau. Il cause une certaine forme de démence, et cela peut aller jusqu'à l'agressivité envers des amis ou la famille du patient. C'est essentiellement les points qui sont en accord avec la théorie des zombies. Vous avez vu qu'il n'y en a pas énormément, on va passer maintenant aux points négatifs qui sont beaucoup plus nombreux. La transmission d'homme à homme, pour commencer, qui est vraiment exceptionnelle. Dans la plupart des scénarios de zombies, un infecté transmet le virus dans 100% des morsures. Ensuite, la période d'incubation, un minimum de 12 jours est vraiment trop élevé. Dans World War Z par exemple, un humain mordu met 12 secondes à se transformer. Dans 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, c'est entre 10 et 20 secondes. Dans la réalité, on peut aller jusqu'à 24 voire 48 heures, mais pas plus. Les autres symptômes ne contredisent pas ceux qu'on attribuerait à un infecté, même si la peur de l'eau est un peu étrange. Au contraire, ça offrirait aux humains non infectés des chances de survie. La mort par contre survient trop tôt, quelques semaines c'est vraiment peu pour une durée de vie de zombie. Pour finir, on va aborder la mutation. Quels sont les moyens pour un virus de devenir plus dangereux, plus efficace, et pourquoi pas de répondre aux attentes dont on vient de parler? Réduire le temps d'incubation, améliorer la transmission? Une seule réponse, la mutation. Une mutation, c'est la modification de l'ADN. Selon la partie qui est touchée, les conséquences de cette mutation peuvent varier. Les mutations sont un phénomène aléatoire, mais leur fréquence peut augmenter en présence d'agents mutagènes, par exemple un changement de température, des ultraviolets du soleil. Énormément d'éléments peuvent aider le virus à muter et donc à améliorer ses capacités. Des humains peuvent même provoquer des mutations concernées et créer un virus zombie. Pourquoi des scientifiques voudraient-ils faire ça? Eh bien, la réponse la plus probable, ce serait dans le cadre d'une attaque bioterroriste. Il y a plusieurs exemples à travers l'histoire. En 1346, des Tatars assiègent la ville de Kaffa. La peste noire se déclare dans les rangs des assiégeants, qui vont catapulter les cadavres infectés par-dessus les murs de la cité. Cela va provoquer une épidémie de peste noire qui s'exportera jusqu'en Europe et rayera près d'un tiers de la population européenne de la carte. Au XVe siècle, le conquistador espagnol Pizarro a répandu la variole chez les Indiens en leur distribuant des couvertures infectées. Cette maladie inconnue chez les Indiens et contre laquelle ils n'avaient aucun moyen de défense a été responsable d'environ 1 million de morts selon les estimations. En 2001, après la chute des tours jumelles, les États-Unis ont connu plusieurs attentats à l'anthrax. L'anthrax est une maladie due à une bactérie hyper résistante et donc beaucoup utilisée pour les attentats. Ces attentats donc aux États-Unis ont causé 5 morts. En conclusion, on a vu comment fonctionnait un virus, mais actuellement, aucun ne cause une maladie qui pourrait transformer sa victime en infecté. Même les maladies qui se rapprochent le plus du syndrome des zombies, comme la rage, s'éloignent beaucoup de la fiction. Pourtant, aujourd'hui, les scientifiques sont capables de faire muter des virus en laboratoire. Ils seraient tout à fait à même de créer un virus zombie. Il pourrait se répandre dans la population à cause d'une fuite ou d'une erreur de manipulation. Ou bien il pourrait se répandre intentionnellement dans le cadre d'une attaque bioterroriste. Donc notre série est presque terminée. Il ne reste plus qu'une vidéo complémentaire sur des parasites, où on va voir un petit peu d'autres méthodes d'infection que le virus, et une vidéo où on considère que le virus a infecté sa première victime. Et on essaiera de savoir quelles sont les conditions pour que l'épidémie se propage jusqu'à devenir mondiale.